Buongiorno a tutti, ringraziarvi di ritrovarci per il nostro appuntamento settimanale consacrato ai commenti dell'attualità con i nostri compagni sempre vidi, Patrick Vinciguer de RCFM, que je salue. Bonsoir. Salut. Le retour de Guillaume Padovani, que je salue également. Bienvenue Guillaume. Et puis un autre fidèle, Gabriel Xavier Couilloli. Bonjour à vous également. Alors pour commencer notre émission, ouvrons le chapitre de la langue, ou plutôt des langues régionales. Le Conseil constitutionnel, une fois de plus, s'est distingué en censurant partiellement la proposition de loi du député Paul Monac qui concernait l'enseignement des langues régionales. Pourtant, même la majorité La République En Marche avait voté le texte. Les réactions ne se sont pas fait attendre. La mobilisation des défenseurs des langues régionales a été immédiate et le Premier ministre a essayé de calmer le jeu. On écoute tout cela. Per contestare il fatto che il suo governo, il suo potere sono in contraddizione permanente. Nella stessa settimana c'è un ministro dell'Educazione nazionale che promuove il fatto che i zitelli dovessero poter parlare due lingue vive in più di francese e il Consiglio Costituzionale che condanna l'insegnamento immersivo, dunque c'è una negazione della democrazia. Je vais confier à deux députés une mission dont j'attends les résultats en quelques semaines pour que soient tirées toutes les conséquences de cette décision du Conseil constitutionnel. À la suite de quoi, avec le ministre de l'Éducation nationale et sur la base des préconisations ainsi formulées, je recevrai l'ensemble des représentants des établissements d'enseignement en langue régionale. Mon souci, le souci du gouvernement, est d'apaiser, comme toujours, le débat, de retrouver, dans le cadre de l'état de droit et des lois de la République, une solution permettant de respecter non seulement notre Constitution, mais les engagements que le président de la République a rappelés à Quimper le 21 juin 2018. Les langues régionales ont un vrai rôle à jouer dans la République. Gabriel, il faut rappeler que ce sont quand même 60 députés macronistes qui ont saisi le Conseil constitutionnel. Et c'est une députée, Aurore Berger, proche d'Alain Juppé, qui a recueilli les signatures. On y voit, paraît-il, la main du ministre de l'Éducation derrière cette saisine quand même. Oui, alors la saisine était ambiguë parce que c'était pas sur le problème de la langue, c'était sur le problème de la possibilité, de l'obligation faite aux communes de subventionner l'apprentissage des langues. Et Aurore Berger, qui est une réactionnaire, qui est une femme de droite, a joué sur femme de droite et jacobine quand même. Il faut pas se sujet parce qu'il y a des gens de droite qui ont voté pour le texte. Aussi. Et donc, elle a joué sur cette espèce d'ambiguïté pour avoir les 60 députés, dont d'ailleurs plusieurs ont dit qu'ils avaient été en fait truandés. Donc c'était en fait sur l'article 6 simplement. Et conséquent, cet article 6 a été validé, voilà. Et le Conseil constitutionnel s'est auto-saisi de l'article sur les écoles immersives. Oui, c'est ça. Et c'est ça toute l'ambiguïté de l'affaire, c'est que en fait le Conseil constitutionnel, d'ailleurs on peut pas lui en vouloir, on peut pas en vouloir à un renard manger des poules, et le Conseil constitutionnel défend une position très jacobine, très centralisatrice, comme il avait fait, je le rappelle, sur le peuple corse, là, lors du projet qui avait été voté aussi par l'Assemblée nationale. Voilà, par l'Assemblée nationale, et il avait voté le peuple corse, composante du peuple français, pour ne pas voter peuple corse. Rocard disait l'expression « le droit à masquer le crime ». Voilà. C'est beau, c'est du Victor. C'est du Rocard. Et dans cette affaire-là, moi je crois que c'est d'abord, premièrement, je crois qu'il faut voir le côté positif. C'est que jamais il y a eu une telle levée de bouclier en faveur des langues régionales. C'est-à-dire que là, c'est une levée de bouclier en plus sur tout le territoire français, ce qui n'était jamais arrivé. Jusqu'à maintenant, chacun défendait son petit précaré. Et en fait, cette affaire-là met sur le devant de la scène les langues régionales, mais met aussi le gouvernement dans un grand embarras. Oui, mais voilà, justement, comment vous expliquez ça? Enfin, il y a quand même un vote avec les députés LRM qui ont voté les textes. Alors Blanquer n'était pas trop d'accord à ce moment-là, mais il a été voté. Il y a apparemment deux lignes au sein de la majorité présidentielle. Mais elle n'est pas venue, cette majorité. Une ligne jacobine et une qui est plus décentralisatrice, en tout cas en faveur des langues régionales, puisque le discours de Jean Castex, le Premier ministre, est assez clair, y compris de la part du président de la République, qui a dit que les langues régionales sont à
trésor national et qu'il faut conserver, y compris les écoles immersives. Donc il va assez loin, le président de la République. Alors on a du mal à comprendre cette position par rapport à la position Blanquer, du ministre de l'Éducation nationale. Le président a même tweeté « Le droit doit libérer, jamais étouffer, ouvrir, jamais réduire. La même couleur, les mêmes accents, les mêmes mots, ce n'est pas cela notre nation. » Il cite Bourdelle, « La France se nomme diversité. » Non, mais plus concrètement, il cite y compris les écoles immersives du Pays Basque, de Bretagne. Mais il dit, non, concernant les écoles immersives, il dit simplement, il est évident que ce qui a été fait depuis des années, il est difficile de revenir dessus. Mais à aucun moment, il ne prend la défense du développement de l'immersif. À aucun moment, il ne Enfin, prend là, ouvertement... il prend position contre la décision Il du prend Conseil position constitutionnel. contre la décision. J'observe quand même que là aussi, c'est une question, on parlait au sein de la République En Marche, cette dualité, on va dire les progressistes et les conservateurs, hein, pour faire court. C'est le en même temps, quoi. Voilà, c'est le en même temps. Sauf que le en même temps se heurte, on en parlait juste avant ce plateau, se heurte à l'État profond qui ne souhaite pas et qui n'a jamais souhaité et qui ne souhaitera jamais revenir sur un centralisme qui est historique, qui a fait la France, hein, qui est le centralisme que nous connaissons. Et là, sur la langue, ça remonte même à François Ier. Et ça remonte à François Ier. oui. Ça remonte. C'est constitutif de l'ADN français. Et peu importe les bienfaits du bilinguisme, peu importe la facilité d'apprentissage d'autres langues étrangères grâce également aux langues régionales, moi je me demande comment un gouvernement peut penser que des langues qui sont en train de disparaître, qui sont en train de s'étouffer, peuvent représenter une menace. Est-ce qu'il ne faut pas dissocier quelle menace peut la décision du Conseil constitutionnel de la position du gouvernement? Parce qu'en l'occurrence, on sent très bien que sans même doute, le président de la il a République raison. n'approuve Mais pas c'est l'État la profond, lecture. sans doute. Mais Parce c'est que peut-être le encore Conseil plus grave. constitutionnel a fait une lecture jacobine. Mais le Conseil constitutionnel est le garant de la Constitution. Donc il lit la Constitution et il dit si ça Bon, correspond des ou fois, pas. il a lié à sa manière. Il a lié à sa manière, mais le Conseil constitutionnel a le dernier mot. Non, le problème qu'il y a, c'est qu'il ne faudrait pas voir le problème de l'immersion comme un problème idéologique, c'est un problème technique. C'est qu'on sait très bien que pour apprendre, par exemple en Israël, c'est le meilleur moyen. Voilà, les nouveaux immigrants qui arrivent dans les écoles Ulpan, ils ont 6 mois d'immersion totale. C'est comme ça qu'on apprend une langue. C'est justement idéologique, parce que c'est justement cette manière, c'est la plus facile, enfin la plus efficace pour apprendre une langue, et c'est là-dessus que tape le Conseil constitutionnel. Mais c'est comme ça qu'il faut le poser, alors. Ne dites pas que vous voulez le développement des langues régionales qui sont un trésor pour la France, si vous refusez les moyens de l'apprendre. Non, mais ça ne coûte rien de dire c'est un trésor pour la France. Ça ne coûte rien de dire ça. Et en attendant, on ne fait strictement rien pour les développer, on ne fait strictement rien pour les aider. On va voir dans les faits quelles seront les conséquences de cette insécurité juridique sur les écoles ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Parce que a priori, dans l'esprit de concorde qui règne jusqu'au régional et puis jusqu'à la présidentielle, à mon avis, on ne va pas toucher aux écoles immersives. Après, non, mais ils ne peuvent pas. La sécurité le problème qu'il y a, c'est que les écoles d'Iwan ou les Iscatola, c'est différent en Corse, hein, mais sont développées sur la base du privé. C'est-à-dire, en fait, c'était dans les régions où le catholicisme s'opposait à l'État. Mais elles ont des contrats d'association avec l'État pour le financement. L'éducation nationale en 80. Sérieusement, je ne vois pas un gouvernement aujourd'hui, au XXIe siècle, retirer ça et vouloir... Enfin, c'est tellement antagonique avec tout ce qui se passe en Europe, par ailleurs. En revanche, il peut y avoir un recours devant la justice. Oui, alors moi je veux dire, mais en tout cas c'est très intéressant parce que il y a une différence entre ne pas le retirer et ne rien faire pour le développer, et ne rien faire pour l'encourager, et ne rien faire pour l'aider. Non, alors ça veut dire la seule hypothèse qu'on pourrait voir s'ils appliquent ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, c'est de retirer les subventions aux Iscatolas, aux trucs, et en Corse de détruire le côté immersif qu'il y a avec les manuels en langue corse et tout ça. Bon, moi je vois pas faire ça. Je pense qu'ils sont très emmerdés par l'affaire du Conseil constitutionnel et que Aurore Berger n'a vraiment pas rendu un service au gouvernement. Lorsqu'on constate une telle force du jacobinisme, est-ce que ça ne donne pas des arguments à ceux qui disent finalement, en France, la France est irréformable et que la seule solution, c'est la rupture? C'est ce que disent en Corse un certain nombre d'indépendantistes. C'est la rupture. Disons que c'est jamais une solution de rompre. Mais à un moment donné, on est bien obligé de constater
que lorsque il y a des demandes, il y a une demande de la population, lorsqu'il y a une demande qui émane finalement de la base pour pouvoir accéder à pouvoir développer, alors certes le bilinguisme, mais on voit bien que le bilinguisme ne fait pas ne fait pas une société bilingue. Le bilinguisme est absolument indispensable, mais l'immersif en maternelle, parce que c'est de ça dont il est question pour l'instant, l'immersif en maternelle permettrait de pouvoir développer et au moins contribuer à sauver cette langue. Mais le problème, encore une fois, c'est que vous êtes face à un bloc qui... Il faut bien le comprendre, il faut connaître l'histoire de France pour bien le comprendre. C'est inconcevable dans le cerveau des sages, c'est inconcevable de pouvoir à un moment donné mettre une langue à 80%, enseigner à 80% dans une école, dans une classe, qui pourrait, dans leur tête, faire de l'ombre aux Français. Enfin, il faut quand même... Et c'est quand même fou, encore une fois, avec 2% de transmission au sein des familles concernant la langue corse. C'est quand même dingue de penser que c'est une menace pour le français. Le Conseil constitutionnel oppose les deux langues. On reproche souvent aux défenseurs de langue régionale d'opposer leur langue régionale au français. Le Conseil constitutionnel, il fait ça à fond. La langue de la République est le français. Non, mais il n'en déborde pas. Il faut quand même voir que paradoxalement, la langue corse est la langue minoritaire la plus subventionnée à hauteur évidemment de la population de toute l'Europe, qui a 143 capétiens, ce qui est énorme, il y en a plus qu'en anglais, en Corse, et que par ailleurs, je veux dire, il y a plus d'1 million d'euros qui est déversé tous les ans sur la langue corse, avec des résultats qui sont quand même assez fragiles, puisque je crois qu'il y a quelques unités qui arrivent jusqu'au bac, et je ne suis pas du tout sûr même qu'il y ait beaucoup de gens qui avaient pris le corse à l'école. Surtout avec la réforme Blanquer en plus. Voilà. Hein. Oui, alors l'un s'ajoute à l'autre. Enfin bon, il y a aussi la responsabilité des Corses eux-mêmes dans l'affaire. Hein. Ça, c'est peut-être la première. Tout à fait. Voilà, il faut s'engager vers une réforme, une révision de la Constitution de l'article 2, hein, que vous citiez, Guillaume. Qui ne se fera jamais. Alors, mais ça se fera. Patrick, bizarrement, il n'y a pas eu beaucoup de réactions encore sur les associations, les mouvements nationalistes, mais du côté droit ou gauche, on n'a pas entendu de réaction. Ça a été condamné un peu plus ou moins par tout le monde. J'ai vu des communiqués de Jean-Charles Orsucci, de Laurent Marcange. Enfin, j'ai vu, ça a été... Oui. C'est une décision du Conseil constitutionnel, là, qui a été condamnée. Hein. Alors, la liaison est toute faite avec la deuxième partie de l'émission. La campagne électorale, les candidats des différentes listes s'affairent sur le terrain, malgré les restrictions toujours en vigueur, plus pour longtemps quand même. Chacun y va de ses présentations, de ses propositions dans différents domaines, parce qu'il faut bien. Mais on ne sent quand même pas une ambiance mobilisatrice, ni chez les électeurs, ni même chez les candidats. Alors, cela viendra peut-être avec les meetings et les réunions publiques, mais pour l'heure, c'est assez calme, à moins d'un mois du scrutin. Comment vous l'expliquez? Le Covid encore le Covid évidemment, hein, il est pour quelque chose. Ensuite, cette élection qui est proche de la dernière de 2017, le seul fait nouveau, c'est cette balkanisation du camp nationaliste. Il donne un peu de piment à cette élection, sans quoi on est toujours dans du très classique. Hein. Et puis j'ai l'impression que dans cette élection, bizarrement, c'est comme sur les pistes d'athlétisme, chacun reste dans son couloir. On ne s'attaque pas. Hein. On préserve l'avenir, en quelque sorte. On se ménage. Hein, parce que tous les scénarios sont possibles. Cette semaine de la campagne, avec un fait marquant. Il n'y a pas eu de fait marquant. Il n'y a pas eu de fait marquant. Il y a des réunions, il y a chaque candidat qui parcourt un petit peu les routes de Corse pour aller à la rencontre, comme ils disent, des électeurs, des élus. Mais évidemment, alors l'organisation, la crise sanitaire fait que effectivement, il n'y a aucune vie, aucun meeting, il n'y a rien qui puisse finalement encourager et promouvoir cette campagne. Mais j'observe aussi que je pense que l'abstention l'abstention sera forte. Bon, elle était de moitié aux deux dernières élections. Patrick a raison lorsqu'il dit il y a eu 2015, il y a eu 2017. Aujourd'hui, il y a quand même des enchaînements concernant les élections. Et puis, bon, il y a une stratégie aussi de cette majorité qui paraît éclatée, qui brouille aussi les cartes, forcément. Et c'est la fin des illusions. C'est la fin des illusions. C'est exactement ce que j'allais dire. J'ai dit, ce qui marque beaucoup pour moi cette campagne, c'est que autant il y avait eu le grand serment là, au Duramen. Il y a eu de l'espoir en 2015, il y avait un truc comme ça, et que tout s'est affaissé, ça s'est dégonflé, et qu'aujourd'hui, d'abord, premièrement, les nationalistes sont obligés de se rendre compte, sauf les plus illuminés, que sans l'État, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire que le jour où l'État ferme les portes, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de contact, et que donc ça change un peu quand même
problème le logiciel, et que d'autre part, quand même, le grand problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu la crise du Covid et tout ça, et c'est qu'aujourd'hui, la Corse est quand même dans une... Alors pour l'instant, il y a encore là aussi l'illusion des aides Macron qui font que l'économie surnage, mais on sent tous que le jour où il va retirer le tapis... Jusqu'au présidentiel, là aussi, ils peuvent être relativement confiants, quoi. C'est après la présidentielle que le tapis risque d'être Oui, mais tiré. enfin, ça va arriver très vite. Hein. Alors, les listes ont commencé donc à dévoiler leur programme. Alors, très franchement, c'est assez pauvre. On a quand même le sentiment que les problématiques essentielles, ils n'y sont pas. Alors, certes, on parle des déchets, on parle des transports, mais par exemple, un problème comme celui de la démographie, il est complètement absent. C'est pourtant un vecteur, quelque chose de très important aujourd'hui. Personne n'en parle. Mais on en parle dans les municipalités, notamment à Ajaccio, où la question est saillante, puisqu'effectivement, il y a deux visions qui s'affrontent, celle de Laurent Marcangeli qui souhaite aller sur 80-90 000 habitants pour Ajaccio, et celle de l'opposition qui est évidemment contre cette vision. Mais au-delà de ça, il est vrai que c'est une question qui est au centre de toutes les discussions que l'on peut entendre ça et là. Mais qui ne se retrouve pas au cœur de cette campagne. Hein. C'est vrai. On pensait que c'était plutôt une opposition entre nationalistes et camp traditionnel. Et finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus flou que ça. Oui, puis c'est même pas évoqué, surtout. On s'en saisit pas. On s'en saisit pas. C'est aussi une base essentielle du développement. C'est pas la population. C'est complètement essentiel. C'est aussi essentiel que pour le Japon, l'Allemagne, la Russie, qui sont des pays vieillissants. Hein. C'est que c'est évident qu'une île où petit à petit les vieux dans mon genre sont en train de devenir dominants sur les jeunes. Pas vieux. Je suis désolé. Sont en train de devenir dominants. C'est une perte d'espérance pour les jeunes. Ça veut dire que le risque, c'est qu'on ait deux catégories de jeunes, en gros, hein, en schématisant. C'est des jeunes patachons, puisqu'on est la population la plus tanguy, si j'ose dire, de toute la France, où il y a le plus de jeunes qui restent chez leurs parents, pour des raisons diverses. Et d'autre part, il y a énormément de jeunes qui partent sur le continent. Mais quels seraient les leviers d'une région pour relancer la nativité? Alors, pour moi, il n'y en a qu'une seule, c'est celle qu'on retrouve au Canada. Hein, c'est de faire appel à une immigration extérieure brillante, c'est-à-dire choisie, ciblée. On ne parle pas de nativité, on parle de solde migratoire. Non, mais même du sol migratoire. Sauf que le terrain est attractif au Canada. Ouais. Peut-être qu'en Corse, il est un peu moins en dehors du soleil. Et tout de même, la croissance de la population ces dernières années est due au solde migratoire positif. C'est pas forcément une immigration choisie. Voilà. Il faudrait voir. Mais le problème qu'il y a, c'est aussi peut-être à nous de rendre la Corse attractive, à condition qu'on le veuille, évidemment. Parce que moi, quand je vois, il y a quelque chose qui m'a enthousiasmé, là. Bon, on ne va pas en parler, mais c'est l'affaire de Stella Mar. Je trouve que c'est extraordinaire de voir quelque chose de Corse qui a obtenu la médaille d'or du CNRS, c'est-à-dire qui est connu mondialement, qui a réussi dans son coin. C'est Antoine Aiello qui a obtenu cette médaille. Oui, c'est Antoine Aiello, pardon. Et c'est dans son coin. Je veux dire, il a fait son truc à lui, et ça a formidablement bien marché. Ça montre que quand on est discret ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout d'un coup des gens qui s'opposent, comme ça s'est passé avec Oulivante et qui a voulu lui chercher des pouces sur l'affaire des bâtiments et trucs comme ça. Quand on fait un truc dans son coin, et je veux dire, il y a un potentiel en Corse qui est gigantesque. Et en plus, avec la fibre, c'est d'autant plus vrai. C'est-à-dire qu'on pourrait développer. Mais c'est pas tellement valorisé, en particulier par les politiques. Non, ça c'est vrai. Non. C'est complètement étonnant. Et on ne voit rien sur les programmes, notamment concernant les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il n'y a quasiment rien. Et Guillaume Guidogne, un jour sur ce plateau, me semble-t-il, nous disait que la Corse est la région qui investit le moins dans les nouvelles technologies. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'on ne va pas investir dans l'industrie chez nous. Comment vous expliquez ça, le fait que les politiques, ils n'intègrent pas à leur programme ce genre de choses? Ça veut dire qu'ils pensent eux-mêmes que finalement la politique ne pèse rien. On fait le tour des villages, on rencontre les maires, on promet un bout de route, on promet la construction de l'abribus. On a encore une vision à courte vue. On est à courte vue encore. Comme on disait dans mon village, on fait la campagne comme la faisait Marianne. Enfin, je module un peu mon propos parce que quand même il y a certains qui ne perdent pas le nord. L'association des maires de Corse du Sud, eux, s'intéresse beaucoup au fait que les permis de construire, ils sont difficiles à trouver. N'est-ce pas? Déjà aussi. Non, mais le problème, si vous voulez, ça se saurait si c'est qu'on a un cerveau global qui est toujours axé sur les subventions de l'État. C'est-à-dire que le problème n'est pas dans la création, enfin globalement, je dis. Ah ben là, en l'occurrence, c'est autre chose. C'est d'arriver à obtenir des subventions, ou alors, en effet, chaque maire après a son petit truc pour obtenir plus de population. Mais je pense que fondamentalement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est resté dans
l'état d'esprit du XXe siècle, avec le 20 bis, l'article 20 bis, les choses comme ça, c'est obtenir le plus de en effet, de grignoter, de faire plaisir à sa clientèle en faisant des beaux trottoirs dans la ville, de mettant des beaux lampadaires. Mais on est encore à réfléchir. On ne pense pas développement global. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, il n'y a pas de projet de société, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Il n'y a pas de projet de société. Et quand on regarde, par exemple, sur Israël, évidemment, il y a des choses très contestables avec ce qui s'est passé, mais que c'est devenu le pays de la start-up. Et que ça veut dire c'est des valeurs ajoutées qui sont gigantesques. Y compris des licornes, nous précisait un invité, c'est-à-dire des startups qui ont dépassé 1 milliard de chiffre d'affaires. Voilà. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a une forte valeur ajoutée qui est l'avenir là-dedans. C'est l'exemple de Stella Mar dans son domaine. C'est l'exemple de Stella Mar qu'il faudrait développer partout. Et de ça, on ne trouve trace dans les programmes des uns et des autres. Non, pas. Cette semaine, l'Assemblée de Corse tenait sa dernière session avant la fin de la mandature. Alors on va retenir quand même un petit événement, c'est le départ de Camille de Roccazer. C'est une page politique qui se tourne après les Jacob et les Tsoukaril. C'est au tour d'un Roccazer d'abandonner le champ politique. Gabriel, vous qui avez écrit sur les grandes familles du Sud, Adar di Signore. Alors, on s'ignore qui s'ignore. Ah oui, tout à fait. Puis définitivement, là, pour le coup. Ça veut dire que les Roccazer sont présents dans l'histoire de la Corse depuis le XVe siècle. Au moment des caporales. Ils ont toujours été oumer. Il faut se rappeler que le père était né à Tsikavu et que sa femme était une Abatucci. Donc c'était vraiment les grandes familles de l'extrême sud. Et jusqu'à maintenant, Jean-Paul a toujours donné son nom à un petit-fils qui s'appelait Jean-Paul et un Camille, etc. Bon. Et c'est la première fois qu'il n'y aura pas le témoin ne sera pas donné au suivant, c'est-à-dire au petit Jean-Paul de Roccazer. Mais c'est pas simplement une page politique qui se tourne, c'est une page d'histoire. Oui. Patrick ? Oui, je partage tout à fait ce que dit Gabriel. C'est une page concernant Camille de Roccazer, mais aussi la famille Jacob. C'est fini le cycle des Paul et des François, c'est terminé. C'est extraordinaire, ça s'est écroulé en 3 ans, depuis 2014. Les 3 principales dynasties, c'est-à-dire Roccazer, Jacob et Tsoukaril. Voilà, c'en est fini du cycle des Émile et des Jean-Paul et des Camille. Et donc... Voilà, c'est une page qui se tourne, ça coïncide avec l'arrivée aussi des nationalistes au pouvoir en 2015. Ça coïncide avec l'arrivée des nationalistes et puis de façon plus large, ça coïncide avec la fin aussi des partis traditionnels tels qu'on les a connus depuis toujours. Ça coïncide. C'est pas simplement propre à la Corse, on le voit aussi au niveau national. Non, mais quand même très prégnant ici. Je parle de la fin des partis traditionnels, la fin en tout cas de l'affaiblissement des partis traditionnels. Et ça coïncide ici avec la fin des familles. Il n'y a plus de place dans les mentalités pour les fils d'eux, pour les dynasties. Vous pensez que ça ne peut pas se reproduire ? Difficilement. Oui, il y a encore de la place, mais disons que ça va être beaucoup plus difficile. Ça traduit aussi quand même une mutation profonde de la Corse, puisque 70% c'est Bastia et Ajaccio. Les villages se sont dépeuplés là où il y avait quand même la politique qui se faisait beaucoup. La deuxième chose, c'est quand même une mutation du pouvoir français. Le pouvoir français, tant qu'il a été... Les Corses avaient une puissance dans les colonies qui était gigantesque, et qu'évidemment, avec la perte des colonies, ils ont perdu peu à peu. Il faut se rappeler que le dernier secrétaire d'État, c'était le maire d'Île-Rousse... Pasquini. Voilà, Pasquini. Je crois quand même qu'il a été ministre. Ou ministre, mais on est loin. Il y a eu Émile Tsoukaril. Oui, c'est vrai qu'il était secrétaire d'État. C'est après oui, je pense. Tsoukaril après 97. Ah oui, il était secrétaire d'État. Il était ministre de Lionel Jospin. La fonction publique. Mais en même temps, la Corse a perdu de son aura au sein de la République française. Alors, ces dynasties sont achevées, si j'ose dire. Oui. Est-ce que le système, lui, qui l'accompagnait est achevé? Non. Je pense même qu'il a trouvé des successeurs. Donc la transition en mouvement, comme le disait Briquet, c'est toujours l'actualité. Il est quand même affaibli, mais c'est encore, le système est encore là. C'est le parti de la gamelle, ce qu'on appelle le parti de la gamelle. Je pense que, encore une fois, le fait de concevoir son avenir uniquement centré sur un État qu'on aime et qu'on déteste, en cherchant des subventions et en même temps en tapant sur l'État en disant il nous donne rien, je pense que c'est encore de belles... Vous pensez que les nationalistes ont reproduit ce système-là? Ils sont mis dans les habits. En tout cas, il y a une continuité. Je pense que les promesses de grand soir, vous savez, se terminent souvent par des matanes de col de bois. Je pense que c'est le constat qu'on pourrait faire aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui peut faire changer un système comme ça, Guillaume? Les générations. Là, il y en a eu quand même quelques-unes depuis. Oui, mais justement, c'est un système finissant.
qui va continuer à s'appauvrir avec les nouvelles générations, avec une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle façon de concevoir le monde aussi. Hein. Prenons garde. Est-ce que l'absence de développement favorise pas ce système? Non, mais le problème d'absence de développement. Le problème, il est là. Non, mais l'absence de développement, elle a favorisé dans d'autres régions méditerranéennes comme en Italie les mafias. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Mais nous les avons aussi. Oui, nous les avons aussi, mais je veux dire, il ne faut pas oublier que Mais vous avez raison sur l'absence de développement, l'hypertrophie d'une fonction publique d'État, d'une fonction publique territoriale. Elle est régionale maintenant. C'est l'absence de possibilité d'émancipation, de façon générale. Ça favorise pas l'émancipation, ça. Oui, puis il y a quand même ce double discours des Corses qui votent pour les nationalistes et qui en même temps, comme disait Sacha Guitry pour les femmes, je suis contre tout contre. Hein. Je veux dire, c'est un double langage qui en fait favorise d'abord une violence de basse intensité et qui favorise une espèce d'hypocrisie en général. Eh bien, ce sera là la conclusion de cette émission. On finira quand même sur une note encourageante. On en parlait, le travail réalisé à Stellamar, qui maîtrise désormais la reproduction de la langouste rouge. Il y a 3 laboratoires dans le monde qui travaillent dans ce domaine, mais celui de Corse est le plus avancé dans la recherche. Une prouesse scientifique réalisée par les chercheurs insulaires et leur directeur Antoine Aiello. Voilà, ce sera la conclusion optimiste de cette émission. Plus de Riwicht jusqu'en septembre, puisque la campagne officielle occupera désormais notre créneau. Messieurs, merci à tous les 3 d'avoir participé à cette ultime émission avant septembre. Ciridroemo dunque da qui a 3 mesi per altri argomenti dell'attualità. Buonasera a tutti.